Salut Internet, janvier 2017, décembre 2017, deux des vidéos emblématiques de la chaîne Doc7. Ce dingue d'anomalie géographique ne pouvait pas s'arrêter à 2 épisodes, non. 4 ans après la première vidéo, le mec qui parle de lui à la 3e personne vous présente 7 frontières insolites dans le monde. Ah ouais, et rien à voir, j'ai besoin de vos avis et de vos connaissances à la toute fin de la vidéo, c'est important. Les rivières et les fleuves sont souvent des frontières naturelles entre deux pays. À mesure que le temps passe ou en cas de fortes inondations par exemple, il arrive que le cours du fleuve change et ça, c'est un cauchemar pour Roger, le mec qui s'occupe de dessiner les frontières. Dans la première partie, j'avais parlé de la frontière entre Croatie et Serbie qui varie en fonction du cours du Danube, mais cette fois-ci, on va traverser l'Atlantique et aller voir la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Rassurez-vous, pas de mur en vue, mais plutôt la jolie frontière naturelle que représente le Rio Grande. En 1884, Mexique et États-Unis signent un traité qui dit que seuls les changements naturels du cours du fleuve seront considérés comme un changement de frontière. Les changements naturels. Parfait. Bon, c'était sans compter la Rio Grande Land and Irrigation Company, une boîte qui s'occupait, comme son nom l'indique j'imagine, de trucs en rapport avec le Rio Grande et l'irrigation. Ils étaient pas très fans de ce méandre en S, donc ils ont décidé, tout seuls, comme des grands, de creuser un canal ici. Ce bout de terre qui était au nord du fleuve se retrouve au sud. Heureusement, les deux gouvernements le voient, grondent l'entreprise qui se retrouve à payer une amende et la force à mettre des marquages pour bien montrer la frontière à l'endroit de l'ancien lit du fleuve. Mais ça, comment dire, ils l'ont jamais fait. Et puis au fil du temps, l'ancien lit du fleuve a disparu. Impossible de retrouver la trace de la frontière d'origine. À tel point qu'au bout d'un moment, les autorités mexicaines ont cru que c'était leur territoire et ont commencé à l'administrer. Pendant la période de la prohibition qui interdisait la consommation d'alcool aux États-Unis, beaucoup d'Américains s'y sont rendus en se disant que c'était safe puisque c'était au Mexique. Sauf que techniquement, c'était encore américain. Les États-Unis ont découvert le bazar dans les années 70 et au lieu de créer un énorme drame diplomatique, ils ont juste cédé le terrain au Mexique. Voilà, aussi simple que ça. Avec quand même le petit bonus que toutes les personnes nées dans la ville de Rio Rico avant 1972 ont eu droit à la nationalité américaine. Et maintenant, la frontière officielle correspond au canal creusé par la fameuse Rio Grande Land and Irrigation Company. Direction maintenant la terre des immigrés européens, des barbecues géants et des cow-boys. Mais non les amis, pas les États-Unis, on en vient. On part cette fois-ci en Argentine. Argentine qui partage 1699 km de frontière avec le Paraguay. Frontière en partie basée sur les 3 cours d'eau suivants, le Rio Pilcomayo, le Rio Paraguay et le Rio Paraná. Nous on va se concentrer sur cette petite île, l'île d'Apipé. Pas l'île de Papi, pas l'île de Pépé, l'île d'Apipé. L'île fait un peu plus de 270 km², donc bon, quand je dis petite île, je devrais dire petite, enfin quand même un petit peu grande île quoi. Je veux dire, à partir du moment où il y a un lac au milieu, c'est déjà une île assez conséquente. Enfin bon, bref, cette île appartient à l'Argentine. Jusque là, pas de souci. Sauf que la frontière avec le Paraguay, elle est certes là, au-dessus de l'île, mais le bras du fleuve Paraná qui passe en dessous, il est paraguayen aussi. Une île argentine au milieu d'un cours d'eau paraguayen. Paye ton enclave quand même. Bon, et rien à voir, mais si on navigue un tout petit peu plus vers l'est, on débarque sur une portion du Paraná gigantesque, plus de 10 km de large et en plein milieu, un banc de sable, où apparemment les locaux aiment bien aller en week-end. Avec ce numéro 5, on va taper exactement dans ce que vous kiffez quand on parle de géographie, le bordel que des frontières peuvent entraîner. Ok, on est au nord-est des États-Unis. Vous savez, là où il y a tous les États que personne ne sait vraiment trop où placer. Voici les 3 qui nous intéressent, Pennsylvanie, Maryland et peut-être le moins connu de tous, le Delaware. Attention, c'est très important de le prononcer avec cette intonation. Dans les années 1750, les autorités tracent définitivement les frontières dans la zone. Le haut du Delaware prend cette forme arrondie grâce à ce qu'on appelle
le cercle des 12 miles autour de la ville de Newcastle. Voilà, à l'époque Newcastle, ville importante dans le coin, tout ce qui était à 12 miles du centre, du côté ouest du fleuve Delaware, et ben ça appartient au Delaware. La Pennsylvanie et le Maryland, eux, se mettent d'accord sur leurs frontières qui se rencontrent en un angle droit parfait, mais qu'est-ce que c'est que ce... Oh la boulette, the big boulette. On fait comment maintenant les gars avec ce triangle là? Il est à qui du coup? Alors oui, on pourrait se dire qu'un petit bout de 2,77 km², ça va, personne ne va en faire des caisses. Je veux dire, l'endroit le plus large tout en haut dépasse même pas 1,5 km. Vous connaissez l'être humain, non? 2,77 km² de territoire sont disponibles? Oh my god, il me les faut immédiatement. Et voilà que les Pennsylvaniens et les Delawareans se disputent pour prendre possession de ce minuscule bout de terre. La Pennsylvanie dit que c'est à elle car c'est au-delà du périmètre du cercle des 12 miles, et le Delaware dit que c'est à lui parce que c'est au sud du 40e parallèle nord, qui symbolise la frontière entre le Maryland et la Pennsylvanie. D'ailleurs j'y pense, heureusement que le Maryland ne s'en est pas trop mêlé non plus. Le National Geodetic Survey finit par mettre tout le monde autour d'une table, et en 1921, c'est décidé. Les 2,77 km² appartiennent maintenant à la Corée du Sud. Voilà, ils ont acheté le triangle, comme ça, plus aucun souci. Non, j'avoue, j'aimerais bien que la réalité soit aussi what the fuck parfois, mais non, le triangle appartient juste au Delaware et se nomme aujourd'hui The Wedge du Delaware. Plus de 150 ans de chamaillerie juste pour ça. Après, bon, je me suis baladé un petit peu sur Google Street View, il y a une pépinière qui a l'air de vendre des citrouilles en automne. Il y a Nutters, un resto qui paye pas de mine, qui est classé 23e sur 86 établissements dans le coin, et qui a l'air de servir une bisque de crabe délicieuse. Enfin voilà quoi, le lieu a pas l'air si éclaté que ça. En janvier dernier, j'ai reçu ce tweet et j'ai adoré la découverte. Alors aujourd'hui, faisons un petit point Émirats Arabes Unis. C'est un pays assez énigmatique qui mériterait clairement une vidéo à part entière. En très très gros, comme son nom l'indique, les Émirats Arabes Unis, c'est une union d'émirats arabes. C'est un pays qui fonctionne plus ou moins comme les États-Unis d'Amérique, qui sont eux-mêmes une union d'États américains. Comme vous le voyez, les subdivisions de ce pays sont bordéliques à souhait. Tout le sud, c'est assez cool, c'est l'émirat d'Abu Dhabi, plus de 80% de la surface du pays, tranquille. Mais quand on arrive au nord, oh boy, entre enclaves de partout et zones partagées, non, vraiment, on va en faire une vidéo à part. Aujourd'hui, on va juste se concentrer sur cette zone, l'enclave de Mada, qui se trouve certes en EAU, mais qui appartient à Oman, le pays d'à côté. Parce qu'à l'époque, les habitants du village principal ont pas voulu des émirats et ont préféré être attachés à Oman. Bon bah soit, une enclave somme toute assez lambda. Oui, mais non. Parce qu'au milieu de cette enclave, il y a un autre village, le village de Nawa. Et les Nawasiens, eux, les Nawasio, je connais pas leur gentilé, ils étaient très bien dans les Émirats Arabes Unis. Ils sont donc coupés de leur pays à cause d'irréductibles gaulois, enfin d'irréductibles omanais. Je sais pas vous, moi, j'aime beaucoup trop ce genre de particularité géographique. Ah, l'île des faisans. Des années que je me dis que je dois vous en parler, alors aujourd'hui sera ce jour. Et pour ça, remontons dans le temps. Salut mon bon Louis XIII, comment ça va frérot? Je vois que ton ambassadeur va chercher ta promise en échange de ta sœur pour son frère. Yes, ça m'étonne pas de toi. Cet échange compliqué de deux êtres humains se déroule sur l'île des faisans en grande pompe. C'est quand même classe pour une petite île de rien du tout. C'est aussi là que se font les négociations du traité des Pyrénées pour mettre fin à la guerre franco-espagnole. Enfin bon, pas mal d'événements célèbres de l'histoire franco-espagnole sont associés à l'île, mais là n'est pas sa particularité. Sa particularité, c'est qu'elle a un statut de condominium. Le seul cas actuel de condominium terrestre au monde. Un condominium, c'est une zone contrôlée par plusieurs États qui sont, attention, tous les deux d'accord. Je veux dire, un endroit envahi pendant une guerre, par exemple, ça rentre pas vraiment dans les critères d'un condominium. Et il y en a eu plein dans l'histoire. Mon préféré, si on peut appeler ça comme ça, étant celui des Nouvelles Hébrides. À l'époque, les îles Vanuatu étaient contrôlées par les Français et par les Anglais, et s'appelait donc les Nouvelles Hébrides. L'île des Faisans, c'est donc ça, un territoire contrôlé à la fois par l'Espagne et par la France. Elle est administrée 6 mois par la France et 6 mois par l'Espagne. C'est stylé de se dire qu'un endroit est partagé entre notre pays et un autre, et qu'un de nos officiers de marine a pour l'occasion le titre de vice-roi de l'île des Faisans. Et ça, c'est quand même méga insolite. Malheureusement, elle est interdite au public, donc impossible de la visiter. On reste en Europe, mais on part tout à l'est, juste ici. Bienvenue en Russie. Bienvenue en Estonie? En Russie?
c'est compliqué. Cette petite botte de territoire russe, elle est, comme vous le voyez, imbriquée en Estonie. Ce qui fait que si tu habites le village de Sesniki et que tu veux aller voir ton pote Francis dans le village d'à côté de Lutepa, tu as le choix entre faire tout un détour de plusieurs kilomètres ou bien prendre la route 178. Route 178 qui passe donc en territoire russe. Heureusement, il y a un deal entre les deux pays, elle est entretenue et administrée par l'Estonie, mais attention, c'est un passage rapide, c'est pas un sentier pour aller te balader. Il est strictement interdit de l'emprunter à pied. D'ailleurs, quand on va sur Google Street View, on voit bien les panneaux. Déjà, interdiction de s'arrêter, et puis un petit peu plus loin, interdiction de marcher. Et tant pis pour toi si tu tombes en panne. Mais qu'est-ce que c'est que cette frontière chelou d'abord? Pourquoi cette forme de botte vraiment pas pratique pour les locaux? Eh bien en fait, la frontière date de 1944 et n'a jamais été changée, même après la chute du bloc soviétique en 91. Et à la base, c'est à cause d'un fermier qui était proprio des terres. Ce fermier étant russe, et ben la botte est russe. Le pire, c'est que la ferme, elle est même pas là, elle se situe à plusieurs centaines de mètres à l'ouest, vraiment en Russie. Mais non, deux villages estoniens sont coupés en deux à cause d'un fermier dans les années 40. Je trouve ça hilarant. Bienvenue à Jungerholz. Comme vous le voyez, je parle toujours pas allemand, j'espère que ça vous embête pas. Pero hablo espagnol si quieres, Hol del Paso, tout ça. Pardon, on en était où? Ah oui, bienvenue à Jungerholz. Magnifique petit village montagnard, il y a une super station de ski avec 2 télésièges, 5 tire-fesses ou même 2 cafés de montagne qui vous attendent. Et je le précise, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Jungerholz, mais en vrai, j'aimerais beaucoup trop. Pas pour leur station de ski, mais pour leurs frontières insolites. Je vous explique. Jungerholz fait partie du land autrichien du Tyrol. Ok, super, merci William, mais quel est le rapport? Eh ben, vous voyez là sur la carte, tout autour, c'est l'Allemagne. Cependant, le village n'est pas considéré comme une enclave, parce qu'il est rattaché à sa mère patrie en un point, le sommet du Sorgschrofen. Jungerholz est donc une quasi-enclave. J'aime beaucoup trop le concept. Pour y accéder, 2 solutions, soit vous êtes comme moi et vous prenez la voiture, donc vous passez obligatoirement par l'Allemagne, soit vous êtes sportif et vous grimpez jusqu'au sommet du Sorgschrofen, un petit saut par-dessus le point de jonction des frontières et vous y êtes. Ah, ça fait du bien, une petite vidéo géographie, vous trouvez pas? Honnêtement, elle m'a donné envie de vous reproposer des vidéos dédiées à des pays entiers, comme on avait pu le faire pour la Finlande, le Togo, le Vanuatu, le Pérou, etc. Et si justement je reprenais cette série, j'aimerais bien savoir quel pays vous aimeriez voir en premier. Et vous savez quoi? Je vais sélectionner les 3 ou 4 commentaires ayant reçu le plus de votes, et je ferai un concours Insta pour que ça soit vous-même qui décidiez du pays. Donc je vous attends en commentaire et sur mon compte Instagram, @doc7tv. Allez, je compte sur vous pour matraquer les likes, laisser des commentaires en quantité sur mon magnifique accent allemand complètement pourri, et surtout, évidemment, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et puis si vous vous sentez d'une humeur encore plus généreuse que ça, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre pour soutenir la chaîne encore plus. Moi je vous laisse là et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet.